Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mes premières lectures du mois de novembre. Avant ça, je tenais quand même à vous souhaiter une très belle année 2025. Je vous souhaite qu'elle soit pleine de projets, de réussites, de belles lectures, de belles découvertes et de moments de partage. De mon côté pour 2025, je vais pas me mettre trop de résolutions, mais j'aimerais bien quand même être un peu moins en retard sur les points lecture. Surtout sur cette fin d'année. En termes de rythme, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Je publie en général 3 vidéos par mois, donc un petit peu moins d'une par semaine. Ça me convient assez bien, ça me laisse le temps de les monter, etc. Par contre, c'est vrai, voilà, j'aimerais bien être un petit peu plus à jour dans mes lectures. Pour ça, il va déjà falloir rattraper tout ce retard, donc on va s'y mettre tout de suite. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de 5 romans et 3 graphiques. Pour commencer côté roman, j'ai lu Les eaux de Sous le Monde par Stéphane Plateau. C'est un récit donc, qui est sorti chez J'ai lu pour la version poche. Il était disponible en grand format dans le recueil de nouvelles Les Embrasés, qui était avec une couverture blanche et rouge aux éditions des Moutons électriques. Et on est sur un récit qui se passe dans le même univers que sa série du Sentier des Astres, qui est une série de fantasy que pour ma part j'aime beaucoup. C'est une série de fantasy qui tire ses inspirations à la fois de mythologie nordique et de mythologie hindoue, avec un mélange des deux qui est vraiment très bien fait. Dans ce récit-là, on est sur un récit qui se passe avant la série principale et dans lequel on va retrouver le personnage de Père Romo, qui est un mage qu'on a déjà découvert dans d'autres récits précédant l'univers, notamment dans la nouvelle Le Dévoreur, pour ceux qui l'ont lu. Pour le coup, celui-ci il se lit assez bien tout seul, ça peut vraiment se lire indépendamment, comme ça se passe pas du même côté ni à la même époque que la série principale, ce sera pas un manque. Si vous avez déjà lu Le Dévoreur, c'est vrai que ça vous donnera quelques pistes d'appréhension en plus, mais voilà. Dans ce récit-là, du coup, le mage Père Romo est envoyé dans une ville qui est partagée vraiment entre deux groupes religieux de Monial. Ce sont deux groupes religieux qui sont assez opposés et qui se font un petit peu la guerre, qui n'ont pas les mêmes idées, etc. Sauf qu'il semble y avoir une entité assez sombre qui terrorise à la fois les deux ordres et donc le mage est envoyé là-bas pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. C'est un récit que j'ai vraiment bien apprécié, il y a beaucoup de secrets et de non-dits à l'intérieur de ce récit-là. Et Père Romo va se retrouver à faire alliance avec différentes personnes, à prendre l'aide de différentes personnes afin de comprendre ce qu'il s'est passé et notamment d'une jeune moniale qui est assez particulière étant donné qu'elle a été déformée par une maladie qui serait un petit peu l'équivalent de la poliomyélite. C'est ce qu'a dit Stéphane Plateau, a dit que c'était son inspiration en tout cas. Mais voilà, en tout cas elle est assez déformée et assez mal considérée, elle est un peu considérée comme étant une éternelle enfant, alors que finalement c'est quelqu'un qui est assez sage et qui est assez loin de toutes les manigances, etc. Donc voilà, c'est un récit que pour ma part j'ai vraiment bien apprécié, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Ensuite j'ai lu Dans la forêt par Jean Egeland. C'est une autrice que j'avais déjà lue à travers un de ses récits un petit peu plus récents dont j'ai complètement mangé le titre, je m'en souviens plus du tout. Du coup j'étais assez curieuse de lire celui-ci, c'est ma grand-mère qui me l'avait offert il y a déjà un petit moment de ça. Et avec cette couverture je l'avais gardée pour l'automne, mais en fait c'est pas un récit très automnal, ça se prête plutôt un peu mieux à l'été. Et encore qu'en fait ça se passe sur plusieurs années il me semble, donc voilà ça peut se lire un peu plus à n'importe quelle période de l'année. Mais voilà, avec cette couverture, la forêt, je sais pas, je me l'étais gardée pour l'automne. C'est un récit que j'ai complètement dévoré, je m'attendais pas du tout à l'apprécier autant, à être autant prise dedans. C'est vraiment un récit d'effondrement technologique. Dans ce récit-là on suit donc deux sœurs qui vivent avec leurs parents dans une maison en lisière de forêt et elles sont vraiment assez isolées déjà de la civilisation de base. Et dans notre récit, en fait, il va y avoir un effondrement complet de la civilisation, c'est-à-dire que toutes les technologies vont se mettre à ne plus marcher, et il ne va plus y avoir d'essence, donc du coup les voitures ne roulent plus, et il y a petit à petit de moins en moins d'électricité également, etc. Et donc toutes les personnes se retrouvent à devoir changer complètement leur mode de vie si elles veulent continuer à vivre. Et puis il y a également pas mal de décès qui commencent à survenir pour pas mal de causes différentes. Et assez rapidement dans le récit, les deux sœurs vont se retrouver seules, confrontées à elles-mêmes, dans cette maison perdue, sans voisins à plusieurs kilomètres à la ronde, et isolées donc en bord de forêt. Ça va les amener effectivement à complètement repenser leur vie, à s'intéresser à ce que la nature peut leur fournir, et notamment la forêt, les cultures, etc. Et puis forcément ça va également faire ressortir beaucoup de noirceur en certains humains, donc il y a également de nouveaux dangers qui vont approcher. C'est un récit que j'ai trouvé vraiment bien fait, c'est un récit qui est très rude mais qui est très beau. Et c'est un titre qui est sorti il y a plus de 30 ans maintenant aux États-Unis et pour autant je trouve que c'est un titre qui est extrêmement moderne. Il aurait pu être écrit cette année
voilà, en 2024 et ce serait complètement crédible. Vraiment c'est très très bien fait, j'ai beaucoup aimé. C'est un récit que je vous recommande, il a une très bonne réputation et je comprends pourquoi. Par contre c'est vrai que je mets quand même un petit trigger warning, il y a quand même certaines scènes assez difficiles et qui en plus de ça sont pas forcément toujours très nécessaires dans le récit. Voilà, certaines scènes à connotation sexuelle qui sont un peu particulières. Voilà, il y en a deux particulièrement qui sont différentes l'une de l'autre, mais dont j'ai pas forcément compris l'intérêt dans le récit. Mais sinon, en tout cas, c'est un titre que j'ai vraiment beaucoup aimé et je suis vraiment très contente de l'avoir découvert. Ensuite, on change de genre, j'ai lu un essai, j'en lis assez rarement, mais j'avais beaucoup apprécié il y a quelques années le récit Sorcière par Mona Chollet, et donc j'avais très envie de découvrir son nouveau qui s'appelle donc Résister à la culpabilisation. Je l'ai écouté en livre audio et la lecture audio est très bien faite, c'était vraiment sympa de le découvrir par ce biais-là. Et donc c'est un récit qui parle du poids de la culpabilité et de la culpabilité qu'on met sur soi-même, vraiment voilà, de comment est-ce que la société nous apprend à nous culpabiliser sans cesse pour la moindre chose. Et donc du coup c'est vraiment, la question c'est vraiment lorsque le pire fléau c'est nous-mêmes, lorsque le pire saboteur c'est nous-mêmes et le regard néfaste qu'on peut porter sur soi. C'est un essai qui du coup se divise en plusieurs chapitres avec différents sujets de culpabilité. Tout d'abord il y a toute une part par rapport aux femmes et au féminisme que j'ai trouvé très bien faite. Il y en a ensuite une deuxième qui pour moi est la plus intéressante, qui est celle qui concerne l'éducation et les enfants et le fait que dès le plus jeune âge on fait porter beaucoup de choses sur le poids des enfants avec plein de choses différentes, mais les enfants qu'on considère comme tyrans, qu'on doit punir parce qu'ils font subir des choses à leurs parents, enfin c'est des visions complètement archaïques de l'éducation et qui du coup amènent également à ouvrir la porte à des sévices sur les enfants, mais qui en fait sont des violences éducatives. Enfin voilà, plein de choses comme ça, j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant comme partie. Beaucoup de choses aussi sur le poids de la culpabilité dans notre société judéo-chrétienne et de comment est-ce que la société judéo-chrétienne amène voilà, toute cette culpabilité. Également toute une partie par rapport au travail et comment est-ce qu'on en vient à être complètement dans un culte de la performance au travail, d'être toujours plus, de toujours plus se sacrifier pour son travail, etc. Parce que sinon on culpabilise de ne pas avoir suffisamment bien fait les choses, de ne pas s'être donné suffisamment alors qu'on peut juste faire son travail et avoir également une vie à côté. Donc voilà, du coup toute cette partie-là était vraiment très intéressante. Par contre, il y a une partie par rapport à la maternité que j'ai pas trouvé forcément très bien faite. Et notamment parce qu'il y a toute une partie dans la maternité par rapport à l'allaitement où on nous explique que maintenant on fait beaucoup culpabiliser les mères si elles ne veulent pas allaiter. Et du coup l'allaitement est vraiment très très mal présenté, enfin je trouve que c'est vraiment présenté comme étant en gros l'asservissement de la femme par Mona Chollet et ça me dérange profondément. Également par rapport à mon travail et mon regard de professionnel, il y a certaines choses qu'elle dit qui sont fausses sur le plan scientifique, donc voilà, qui m'ont gênée de ce côté-là. Je trouve ça dommage qu'elle ait ce type d'avis. Pour moi, c'est un sujet pour lequel il faut faire comme on le sent et c'est à chaque personne de se sentir libre. Si on a envie que ça fonctionne, il faut se donner les moyens pour que ça fonctionne et se faire entourer, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai qu'ils m'a un peu fait grincer les dents pour être très honnête, mais sinon dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était un récit qui était intéressant et qui avait certains thèmes en particulier, comme je vous disais, qui étaient vraiment bien abordés. Ensuite, on revient à de la fiction avec, je pense, une de mes meilleures lectures de l'année 2024. J'ai pas encore établi mon top, mais il y a de fortes chances pour que ce récit soit dedans. Puisqu'il s'agit du coup de Babel par R.F. Kuang. J'ai pour ma part cette très jolie édition dans son petit coffret. Donc pour Babel, c'est un récit qui est à la limite, on va dire, entre fantasy et fantastique, ça dépend un petit peu comment on voit les choses. Dans ce récit-là, on va suivre en fait l'histoire d'un jeune orphelin qui va être recueilli en Chine et qui va être éduqué par un lord anglais et ensuite envoyé à Oxford. Le récit commence en 1828 et donc on est en pleine période des colonies britanniques et des colonies de manière générale, mais notamment des colonies britanniques. Et à cette époque-là, dans cet univers-là, dans cette version alternative de notre monde, Oxford est un très très haut lieu d'institut de traduction et c'est très important pour cet univers parce que dans cet univers on tire un grand pouvoir des mots et notamment de la traduction. Il y a toute une force qui est alimentée par cela et ça alimente une sorte de force un peu mécanique, un peu scientifique. Il y a comme une sorte d'électricité si on veut qui serait liée à un pouvoir qui serait tiré de la traduction.
Donc c'est pas vraiment de la magie pouvoir, enfin c'est pas vraiment de la magie comme on l'entend habituellement, mais c'est plus de la magie d'arcane. J'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant comme univers, je trouve que c'est en plus de ça hyper bien développé par l'autrice. Elle développe très très bien à la fois son intrigue que j'ai trouvé très bien ficelée, très surprenante, et puis son univers qui est à la fois très creusé sur le plan historique et sur le plan des traductions, même si effectivement c'est un récit de fiction et qu'il y a donc certaines choses qui ne se sont pas passées comme dans le vrai monde. Voilà, c'est des choses qui sont vraiment hyper bien expliquées, j'ai beaucoup aimé. Et donc du coup notre orphelin va donc arriver dans cet institut de traduction à Oxford et va faire la rencontre de 3 autres personnes, et ils constituent en fait à eux 4 les membres de leur promotion. Pour la traduction, c'est quelque chose qui est vraiment très très prisé, mais du coup il y a très peu de personnes qui en font partie parce qu'il faut pouvoir maîtriser plusieurs langues vraiment à la perfection. Du coup c'est des enfants qui sont très 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 entraînés, voire malmenés, complètement torturés pour certains, pour réussir à atteindre ce niveau d'excellence dans différentes langues. Donc voilà, et sauf que notre étudiant va arriver à Oxford et assez rapidement finalement dans le récit, on va lui expliquer que tout n'est pas comme il le semble et qu'il y a d'autres voies par lesquelles on peut passer et qu'il y a notamment une force de résistance. Et donc pendant une grosse partie du récit qui est quand même assez long, il est un peu partagé entre les choses qu'on lui apprend et son envie. Il a toujours, lui, été éduqué pour ça, pour intégrer cet institut de traduction, et il y est enfin arrivé. Et d'un autre côté, il y a ce qu'on lui dit par rapport au monde, par rapport à ce qui se passe, notamment dans les colonies, etc. Et forcément, il se pose des questions et il est un peu tiraillé entre ces deux choses. C'est un titre que j'ai beaucoup aimé, c'est un one shot, donc c'est un tome unique, par contre il est assez long quand même, hein. Il fait 750 pages à peu près. Donc c'est vrai que c'est un récit où le rythme est assez inégal. Il y a certaines parties où on est plus dans de la flânerie, dans l'ambiance d'Oxford, des études, etc. Et puis à côté de ça, il y a d'autres parties qui sont beaucoup plus rythmées et dynamiques, avec un peu plus de scènes d'action. Mais en tout cas pour ma part, c'est un titre que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très chouette, très bien construit, très intelligent. Et vraiment c'est un titre que je vous recommande. Je comprends sa très bonne réputation. Pour terminer, côté roman, j'ai lu Ce que font les filles à la nuit tombée par Nora Lake. C'est publié aux éditions du Chat Noir. Et c'est un titre qui me faisait vraiment bien envie. Comme d'habitude aux éditions du Chat Noir, il y a quelques mots-clés à l'arrière, et pour celui-ci c'est thriller, body horror et romance saphique, ce qui est un assez bon résumé du récit si on veut le faire en quelques points. Globalement c'est un récit qui se passe au Mississippi. On va être dans une petite ville dans laquelle tout le monde se connaît un peu, et c'est une ville qui a été marquée par une disparition d'une jeune fille qui a eu lieu je crois 1 an en arrière au moment où commence le récit. Sauf que lorsque le récit commence, il va y avoir d'autres disparitions qui vont avoir lieu, une disparition en particulier, et donc il y a un mystère assez important par rapport à ces filles qui disparaissent et des questions qu'on se pose dessus. Donc il y a un aspect vraiment mystère où on se pose des questions, on cherche à comprendre ce qui se passe. Il y a effectivement une romance saphique qui va s'installer, et puis il y a ce côté body horror. Donc, le body horror c'est quand il y a des pourriture, des choses un peu dégueu, crades par rapport au corps qui se passent, et c'est effectivement également ce qui va se passer. Dans ce récit-là, on suit en fait 2 personnages principaux. D'un côté, on a Thelma qui est assez solitaire, qui est un peu la fille émo, qui vient d'un milieu très défavorisé, qui grandit seule avec son frère, qui trempe dans des trucs un peu louches. Et puis de l'autre côté, on a Ava qui elle est très populaire, et issue d'une famille très riche, qui vit dans un grand manoir, etc. Et donc ces 2 filles qui a priori n'ont rien en commun vont se retrouver finalement à se rapprocher, notamment par rapport aux histoires de disparition qu'il y a. C'est un récit fantastique avec donc une touche de fantastique à l'intérieur. Il y a beaucoup de fausses pistes dans ce récit-là et également de révélations. Il y a un côté très mystérieux, c'est bien écrit, c'est prenant. Vraiment voilà, j'ai vraiment bien aimé. La fin, c'est pas trop le type de fin auquel moi je suis sensible, mais j'ai trouvé que c'était quand même bien fait. Donc je suis vraiment contente de l'avoir découvert, et en plus de ça, c'est également un récit qui aborde d'autres thématiques. Ça aborde effectivement des thématiques sociales, ça aborde également des rapports de domination, notamment au sein des couples, avec notamment un personnage adulte qui a tendance à manipuler les jeunes filles. Voilà, donc ça aborde quand même pas mal de sujets que je trouve intéressants et bien faits. C'est le 2e récit que je lis de Nora Lake, et ça me rend vraiment curieuse de continuer à découvrir son travail. Ensuite, on va passer côté graphique. Tout d'abord, j'ai lu L'Adoption, le cycle 2. L'Adoption, donc c'est une série de bandes dessinées qui est en 3 cycles maintenant. Tout d'abord, on a les 2 tomes du cycle de Kinaya, ensuite on a les 2 tomes du cycle de Waji, et après on a un seul tome unique mais plus long qui vient de sortir et qui est une nouvelle histoire avec 3 sœurs pour le coup.
Donc c'est vraiment des titres complètement indépendants les uns des autres. Mais donc là j'ai enfin lu le cycle 2 qui était le seul que j'avais pas lu. Et donc Wadji, c'est un enfant de 10 ans qui a grandi en Syrie et qui arrive en France pour être adopté par une nouvelle famille, étant donné voilà, que le fil conducteur entre tous ces récits-là, c'est donc des récits d'adoption. Et donc forcément, lui, il arrive à 10 ans, il est très chargé de tous les traumas, de tout ce qu'il a vécu. C'est un récit qui va interroger le racisme, les minorités, et puis forcément, voilà, les difficultés d'adopter un enfant qui a déjà tout ce vécu très difficile. C'est un récit que j'ai trouvé touchant, que j'ai trouvé bien fait. Par contre, c'est vrai que je comprends le reproche qui est fait à ce cycle-là en général, à savoir que la fin est un peu soudainement positive. Il traverse quand même pas mal de difficultés tout au cours du récit, qui sont quand même assez importantes, et tout s'améliore peut-être un peu facilement sur la fin. D'un autre côté, le format veut ça, c'est un format qui permet pas forcément de développer énormément, et c'est vraiment un joli récit, donc je vous recommande quand même de le découvrir, et je vous recommande de manière générale la découverte des bandes dessinées d'adoption. C'est vraiment très chouette, les dessins sont très jolis, c'est des histoires qui sont tendres et touchantes. Ensuite, j'ai lu Le voleur d'amour, c'est l'adaptation en fait d'un roman. Je le savais pas en le découvrant, je l'ai découvert par la plateforme Isneo. C'est un titre qui m'a attirée par ses graphismes et parce qu'il y avait un côté un petit peu fantastique qui se prêtait bien ici aussi à la période d'Halloween. Effectivement, les graphismes sont très beaux. Pour ce qui est du récit, c'est l'histoire en fait d'un vampire qui se nourrit de l'amour des personnes, donc forcément par rapport à ça, c'est un récit dans lequel il y a pas mal de nudité, de sexualité, etc. Et dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un récit qui était plutôt bien construit, qu'il y avait des choses intéressantes dedans, mais le gros souci pour moi, c'est que c'est un titre que je trouve qui fait très daté, qui fait très ancien dans la manière de penser, et vraiment quand je l'ai lu, j'avais l'impression du coup que c'était, je savais que c'était une sortie récente, mais j'avais l'impression que c'était une adaptation récente d'un titre ancien, et en fait pas du tout. Le voleur d'amour, c'est un récit qui est sorti il y a quelques années de ça, et du coup vraiment je comprends pas comment c'est possible d'avoir un titre qui soit aussi daté, parce que vraiment c'était quand même assez bizarre et assez malaisant. Enfin, à chaque fois que c'est une personne qui n'est pas que c'est une femme qui n'est pas blanche, on nous parle de son parfum d'exotisme, de sa beauté exotique, etc. Vraiment je trouve ça hyper limite, et du coup ouais, j'ai trouvé globalement qu'il y avait quelques scènes comme ça et qui faisaient vraiment très daté dans le récit, et j'ai pas compris pourquoi. Même si c'est un récit qui se passe y compris à des époques du passé, il n'y avait pas besoin que ce soit exploité comme ça. Du coup voilà, c'est un récit que j'ai pas trop apprécié, c'est pas un titre que je vous recommande particulièrement. Par contre, pour finir sur une note positive, et même très positive, j'ai lu Minuit passé par Gaëlle Genillet. C'est publié aux éditions Delcourt en partenariat avec Mirage. Gaëlle Genillet, c'est une autrice de bande dessinée dont j'aime énormément le travail. Elle avait sorti Les Fleurs de Grand Frère et Le Jardin Paris, qui ont tous les deux été des coups de cœur. Donc forcément, j'étais super ravie quand elle a annoncé la sortie de Minuit passé, et je me suis précipitée pour l'acheter dès qu'il est sorti. On est donc sur un très chouette objet livre et une très chouette bande dessinée. Les planches sont absolument superbes, je vais essayer de vous en montrer. On est sur une colorimétrie comme ça, assez sombre, dans des teintes plutôt vertes et rouges. C'est vraiment très beau. Et donc en fait on est sur le récit de Guerlain. Guerlain, c'est un homme qui a grandi dans un grand manoir avec ses 3 sœurs et qui n'a pas beaucoup de souvenirs de son enfance. Depuis ce temps-là, il est parti de ce manoir, il a construit sa vie, il a une femme et il a un fils. Et ils vont décider d'emménager de nouveau dans ce grand manoir. Et sa femme est en voyage d'affaires, elle n'est pas là à ce moment-là, donc au départ il emménage juste avec son fils. Et forcément le fait de se retrouver dans cette maison va commencer à faire remonter des souvenirs du passé. C'est un titre qui parle beaucoup d'insomnie, d'errance, un petit peu de l'histoire par rapport à soi-même, par rapport au soi enfant, des peurs enfants, etc. C'est un récit que j'ai trouvé très doux, très touchant. Les dessins sont toujours superbes avec de très belles couleurs, assez sombres, qui mènent bien dans cette ambiance de grand manoir, la nuit. Il y a un côté un petit peu inquiétant, mais en même temps on sait qu'il n'y a rien de maléfique dedans. Voilà, c'est un récit que j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de détails, une ambiance vraiment superbe. Donc voilà, globalement vous l'aurez compris, c'est une très belle découverte encore une fois. C'est un titre que je vous recommande très chaudement, et pareil, il y a de grandes chances qu'il se retrouve dans mon top de l'année. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces titres, si je vous ai donné envie d'en découvrir certains, notamment donc Babel et puis Minuit passé, qui ont été deux petits coups de cœur sur ce mois de novembre. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!